Bonjour et bienvenue à cette webconférence en direct sur les matériaux biosourcés qui vous est proposée par AMO Aquitaine. Je suis Vital Duclos et j'ai l'honneur d'être président de cette association qui œuvre pour le rapprochement et la compréhension mutuelle entre maîtres d'ouvrage et architectes. L'acronyme AMO signifie architecture au singulier et maître d'ouvrage au pluriel. Cette association réunit donc des maîtres d'ouvrage de multiples horizons, mais aussi des architectes, ainsi que certains de leurs partenaires dans les groupements de maîtrise d'œuvre, auxquels on demande de plus en plus de compétences complémentaires, et aussi des industriels qui apportent leur expertise et leur soutien à cette communauté d'intervenants dans l'acte de bâtir, toujours prompt à un dialogue constructif. Alors, quelle est notre activité? En règle générale, nous, on échange et on partage des plaisirs d'architecture, on partage aussi de l'expérience au travers de visites, d'opérations en cours de construction ou réalisées, et on organise aussi des événements. Alors, loin des tensions corporatistes, en fait, cette plateforme d'échange cherche donc à entretenir ce dialogue entre tous ces intervenants et cherche aussi à organiser des cycles de conférences, dont cette conférence sur les matériaux biosourcés. Nous avons déjà organisé plusieurs conférences, des cycles de conférences sur le BIM, des conférences sur les critères E+C- ou encore des conférences sur la construction hors site, par exemple, à chaque fois dans des circonstances un petit peu plus classiques. Et là, nous avons dû nous adapter, donc c'est une première pour AMO Aquitaine, cette webconférence en direct. Et nous tenons d'abord à remercier la SEML, la Route des Lasers, qui nous accueille à la Cité Photonique et nous prête les locaux qui permettent d'installer le plateau. Et nous remercions aussi toute l'équipe d'Isabelle Laporte, qui est donc directrice de la SEML, la Route des Lasers, et qui est aussi une ancienne présidente d'AMO Aquitaine, ainsi que toute son équipe. Je voudrais remercier aussi personnellement tout le bureau d'AMO Aquitaine qui a soutenu ce projet et qui l'a porté, et aussi Dominique Esbach, qui est notre chargé de mission pour son travail de mise au point de cet événement. Je voudrais aussi remercier le pôle Nature Innovation, qui a organisé et mis au point tout le contenu de cette rencontre, en particulier Benoît Mello, François Dassé, mais aussi celui qui n'excelle pas seulement dans la maîtrise de sa pilosité subbuccale, comme nous allons le voir, c'est-à-dire Étienne Besson, l'architecte, qui a mis au point tout cet événement avec ses invités. Alors Étienne, comment va se passer cet événement et quels en sont les invités, et que peut-on dire aujourd'hui sur les matériaux biosourcés? Bon, bonjour à tous, merci d'être nombreux, je crois. Donc aujourd'hui on a fait le choix de faire une conférence sur les matériaux biosourcés. Alors je tiens à préciser dès maintenant pour que tout le monde soit bien au courant. On ne va parler que du biosourcé, pas du géosourcé, malheureusement, mais on aura l'occasion aussi de faire de nombreuses autres vidéoconférences et conférences physiques, je l'espère, prochainement. Donc là, ici, aujourd'hui, on va se concentrer sur le biosourcé. On aura déjà beaucoup de choses à dire. On a fait le choix, en discutant longuement, de faire intervenir beaucoup d'intervenants pour avoir une vision assez complète qui va de la question générale de ce que est le biosourcé en particulier, des questions assurantielles, de risques, et aussi des cas concrets en invitant maîtres d'ouvrage et architectes. Donc dans un premier temps, nous avons l'honneur d'avoir M. Julien Cœurdevet du bureau d'études 180 degrés environnement qui va faire une introduction générale avec Catherine Laurent de l'agence Qualité Construction sur la question donc qu'est-ce que le biosourcé, quel est son usage, quels sont les différents emplois et différentes matières utilisées dans l'architecture et dans la construction en général. Donc évidemment tous les défauts que cela peut présenter, toutes les qualités, toutes les ressources. Donc un point de vue assez complet qui va durer une demi-heure. Et en suivant, nous aurons Audrey Canu d'Axanis et Mathieu Bergeret de 2PM Architecture qui parleront d'un cas concret qui est en cours et qui est un sujet d'habitat participatif, qui est un sujet très intéressant, mais c'est pareil, nous ne nous étalerons pas sur le volet participatif qui, je pense, intéresse beaucoup les gens et fera l'objet d'une autre conférence, j'espère, physique à l'automne. Voilà, donc je vais passer la parole à Julien, avec plaisir, sur ce sujet. Merci. Merci Vital, merci Étienne. Bonjour à tous.
Alors tout d'abord, on voulait vous proposer de reprendre un petit peu les définitions officielles de ce qu'est la matière biosourcée. On nous a demandé de mettre un petit peu en parenthèse la partie géosourcée, donc elle a été grisée sur ce que vous voyez à l'écran actuellement, mais c'est quand même pour information, les deux ont un certain lien. Les matériaux biosourcés sont des matériaux issus de la biomasse, matière d'origine biologique, à l'exception des matières de formation géologique ou fossile, végétale ou animale. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont souvent considérés comme des rebuts de l'agriculture, de l'industrie ou de la construction, et qu'elles sont renouvelables ou recyclables et valorisables en matériaux de construction. Les décrets de description sont parus, ils sont cités en bas, et c'est là-dessus qu'on se base. Alors, quelques exemples qui sont pas exhaustifs, mais qui vous donnent un peu un aperçu de quoi on parle. On a évoqué donc les matières issues de l'agriculture, qui peuvent être, par exemple, on va parler du chanvre, de fibres un petit peu moins connues comme le miscanthus. Le lin est utilisé également, le bambou dans certains cas, la paille de céréales. On va parler aussi de la sylviculture, puisque le bois est concerné dans cette poche que sont les biosourcés, le liège également. Ensuite, les ressources recyclables sont également incluses dans cette description, comme le papier qui est récupéré pour faire de la ouate de cellulose, on va voir. Le textile est récupéré également. Les matières d'origine animale, la laine de mouton et la plume de canard. Et on a laissé à droite en teaser pour d'autres rendez-vous quelques évocations des matières minérales pour vous aider à faire la distinction. De ces matières premières, on va... alors là, un petit aperçu des filières pour un exemple sur la filière chanvre et la filière paille. On voit qu'on a déjà une structuration assez nette sur le territoire. Alors, on a une carte de France qui évoque la filière chanvre à gauche avec plusieurs opérateurs. Dans plusieurs régions. À savoir, c'est assez intéressant aussi au niveau historique que le chanvre était présent de manière assez massive et très, très cultivé en Europe le siècle dernier jusqu'au début du XXe siècle. À droite, on a un petit peu la répartition des producteurs recensés à ce stade par le réseau français de la construction paille pour ce qui concerne la paille utilisable en matériaux de construction. Alors, on a parlé de la matière première. Maintenant, on doit la transformer en matériaux de construction. On reprend les catégories qu'on a vues à l'instant. On peut évoquer, pour ce qui concerne l'agriculture, on peut réaliser avec le chanvre, avec la chènevotte, on peut réaliser du béton de chanvre qui peut être projeté ou posé en bloc à maçonner. On a le béton de miscanthus, beaucoup plus confidentiel, mais qui est développé par plusieurs opérateurs. Pareil, pour réaliser des blocs à maçonner qui ont des propriétés qu'on va développer tout à l'heure. Les isolants à base de coton, chanvre et lin, par exemple, sont assemblés à partir de matières premières par différents industriels. Les bottes de paille qui subissent peu de transformation, qui ne passent pas par l'usine, et qui sont constitués avec des caractéristiques bien calibrées pour pouvoir les utiliser en matériaux de remplissage de construction. Concernant la sylviculture, on peut réaliser des laines de bois en panneaux semi-rigides ou haute densité qui sont utilisables également. Les copeaux de bois sont exploités et le liège est assemblé souvent. Alors, soit on peut l'utiliser en vrac, soit en panneaux isolants. Pour ce qui est du recyclage, on a évoqué tout à l'heure les filières de recyclage du papier. On en réalise de la ouate de cellulose. Il y a des industriels également en région Nouvelle-Aquitaine et d'autres un petit peu répartis sur le territoire. Elle est utilisée en isolant. Le textile recyclé à partir de ce que d'une partie des vêtements que vous pouvez par exemple faire collecter dans les points relais. La matière d'origine animale, on réalise également de la laine de mouton en panneaux à poser. Et la plume de canard est utilisée soit en vrac, soit en panneaux également.
C'est intéressant de savoir que plusieurs de ces matériaux sont disponibles en grande quantité et sont pas du tout, très faiblement exploités à ce stade pour ces finalités-là. Toujours petit teaser à droite sur les matières minérales, mais je vais me faire retoquer, donc je passe très vite au point suivant. On voulait vous évoquer un petit peu quand même les évolutions réglementaires sur une chronologie qui fait apparaître à partir de 2007, mais on aurait pu finalement, à partir de 96, évoquer les travaux de l'association HQE, par exemple, qui a été à l'origine de beaucoup de réflexions qui sont le socle, qui sont utilisées aujourd'hui en France. Mais quelques points marquants, en 2007, le Grenelle de l'environnement, qui a tracé un peu des objectifs pour doucement tracer le socle de développement de filières. En 2012, le label bâtiment biosourcé a commencé à être proposé. Donc à ce stade, et jusqu'à maintenant, il est encore en vigueur et c'est sous forme de, je dirais, c'est un volontariat de la part des maîtres d'ouvrage. Hein. On n'est pas dans le réglementaire, mais ils peuvent les maîtres d'ouvrage pouvaient, depuis 2012, solliciter aux équipes candidates à leurs opérations une incorporation de matières biosourcées dans leurs projets, avec différents niveaux qui ont été calibrés. On pouvait nous demander à viser un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous avez peut-être déjà rencontré ce genre de points-là. En 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a continué à accompagner l'incorporation de matières biosourcées. Important à savoir aussi dans la construction comme dans la rénovation de bâtiments. Et on se dirige, comme vous le savez tous, vers ce qui devrait être la RE 2020, la future réglementation environnementale, qui a pris appui un petit peu sur une expérimentation liée à l'énergie plus carbone moins, dont on va parler un tout petit peu à l'instant. Et petit rappel en haut, si c'était encore nécessaire à ce stade, le secteur de la construction et son poids en tant que contributeur de 40% des émissions de CO2 dans les pays développés et 37% de la consommation d'énergie. Avec ce seul point, on comprend que notre activité est un levier très fort parmi d'autres, mais un levier très fort sur lequel agir. 2-3 informations sur ce que j'ai appelé à l'instant E+, C-. Il y a une expérimentation à l'échelle nationale qui est en cours depuis 2016, avec associé d'ailleurs un label que des maîtres d'ouvrage pouvaient solliciter de voir appliquer dans leurs opérations, avec des points spécifiques liés à l'énergie, avec différents niveaux de 1 à 4 qui ont été définis, et différents niveaux de performance aussi. Sur un volet carbone, c'est un petit peu, je dirais, la rupture par rapport à la RT 2012, la prise en compte de l'impact carbone des projets. Et donc, on cesse de parler uniquement énergie. Là, on voit, par exemple, si on décompose en 4 grandes phases les projets de construction et de rénovation, production, construction, exploitation, fin de vie, sur une durée de vie typique qui a été calibrée à 50 ans, et les contributions des impacts d'un bâtiment qui sont de l'ordre énergétique, produits de construction et équipement, consommation eau et rejet et la phase chantier, et leur occurrence, la manière dont ils agissent le long de la durée de vie typique au fil du projet. Et on voit de toute évidence que les produits de construction et équipement ont un impact dès la jeunesse du projet, et ce jusqu'à la fin de vie. Ça nous amène à ce point qui me paraissait intéressant d'évoquer, le cycle de vie des matériaux biosourcés. On parle vraiment d'un stockage de CO2 pendant plusieurs décennies. Donc si je commence à l'étape numéro 1, qui est un petit peu en haut à gauche du graphique, on voit que par photosynthèse, les plantes et les arbres captent du CO2 dans l'atmosphère, et on va commencer à avoir tout un cycle en suivant les points 2 et 3. Donc stockage dans la matière, on commence à être dans une phase peut-être d'industrialisation lorsqu'on commence à réaliser des matériaux aptes à être utilisés dans les projets de construction. En phase 4, on s'approche des phases de chantier. On est bien dans une période où le CO2 est bien stocké dans nos projets. Et arrivé en fin de vie d'exploitation et fin de vie, on peut avoir plusieurs choix qui sont intéressants. C'est les différentes alternatives
qui sont dénommés 7. Est-ce que je continue à stocker et j'utilise mes matériaux déconstruits ou réemployés ailleurs, ou bien je peux envisager de composter les produits, ou finalement ils vont avoir un relargage du CO2 pour réalimenter de la biomasse et retourner dans un nouveau cycle. Donc on va avoir ces différents scénarios qui sont à l'étude actuellement pour définir ce qu'on appelle FDES, dont Catherine va parler à l'instant. Je vais lui passer la parole pour un point spécialement sur les points de vigilance et les bonnes pratiques. Je vais te passer également la zapette pour passer ces diapos, et on se retrouve à l'instant dans quelques... Très bien. Merci Julien. Bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Laurent de l'Agence Qualité Construction. En préambule, donc l'Agence Qualité Construction, c'est une association de l'ensemble des organisations professionnelles qui a pour mission la prévention des désordres dans la construction et la promotion de la qualité. Alors, prévention des désordres, pour prévenir un désordre, il va falloir faire de l'observation. Donc, c'est le préambule nécessaire. Et nous avons différentes manières d'observer les risques de sinistralité. Et entre autres, j'ai appuyé ma présentation sur une étude que la DHUP nous avait commandée il y a quelques années sur les biosourcés. L'objectif était de mettre en avant les types de désordres qu'on peut rencontrer et puis les bonnes pratiques associées. On s'est basé pour faire cette étude sur un ensemble d'une quarantaine d'interviews de professionnels de la filière biosourcée, et essentiellement sur les biosourcés qui étaient soit sous règles professionnelles ou sous avis technique. Voilà l'objet de départ. Cette étude, pour préciser, le préambule, c'est quand même de ramener aussi ce qu'a dit Julien tout à l'heure. 90% des isolants aujourd'hui utilisés dans la construction, sur les isolants biosourcés, 90% c'est la filière laine minérale et polystyrène, pour faire simple. Voilà. Les 10% c'est les biosourcés, à peu près, un ordre de grandeur. Et sur ces 10%, la moitié c'est de la laine de bois. Voilà. C'est vraiment des grandes données comme ça pour resituer le contexte. Je vous avais proposé, j'avais fait diffuser un petit quiz qui était basé sur cette étude que vous pourrez retrouver sur notre site pour un petit peu alimenter la réflexion et vous associer en amont à ce projet, à tous les internautes, à tous ceux qui nous visionnent aujourd'hui. 150 personnes ont répondu à ce quiz, donc ça donne une bonne base aussi de réflexion sur l'état de connaissances actuel. Où on reprenait finalement la paille. Ce qui est intéressant, c'est que 32% des répondants ont jugé que la paille de lavande, ne connaissaient pas la paille de lavande comme produit de construction, donc ce n'est pas la bonne réponse. Donc effectivement, la paille de lavande est utilisée, et c'est la paille de blé qui est quand même la principale paille utilisée. La laine, c'est essentiellement la laine de bois, principalement la laine de bois, mais il y a plein d'autres laines. Dans le chanvre, on a aussi plus d'une quarantaine % d'internautes qui pensaient que la poussière de chanvre n'était pas utilisée. Or, elle peut être utilisée dans la constitution des bétons. Et que la fibre de bois, tout ce qui est fibre de bois, ça vient bien des résineux et pas de la sciure. Certains ont pensé que c'était la sciure qui était réutilisée. Ouate de cellulose, ça vient du papier, ça vient aussi du carton. Il y a plusieurs filières qui se développent. Ça ne vient pas des vêtements. Certains ont jugé que c'était les vêtements à un pourcentage caractéristique. Voilà. Alors, ce qui est la particularité de tous ces matériaux biosourcés, c'est que leur caractéristique, c'est qu'ils sont hygroscopiques et putrescibles, donc ils ont une tendance à absorber l'humidité de l'air et à se détériorer s'ils n'arrivent pas à relarguer cette humidité. Je proposais, dans l'étude, on a fait quelques retours de sinistralité, de revoir quelques thèmes principaux. Donc sur cette photo, on avait un séchage inapproprié de l'enduit de terre sur un isolant paille. Donc évidemment, c'est la mesure du taux d'hygrométrie importante, et puis de gérer ce séchage en phase de chantier. On est en phase chantier, donc sur la ventilation en phase de chantier. Un autre désordre, moisissure de l'enduit chanvre chaud suite à une infiltration de pluie dans un mur existant. Alors là, on va peut-être plus raisonner sur l'architecture du bâtiment et la conception pour éviter qu'il y ait des venues d'eau extérieures. C'est des avantoirs, ça va être de gérer les interfaces avec tout ce qui est ouverture et les pieds de mur également, sur ce genre de désordre.
On avait également un désordre sur les isolants bois. Alors, on le retrouve également sur les isolants les plus répandus. Hein. Ça va être une mauvaise mise en œuvre, hein, là, évidente sur les plaques de fibres de bois, avec un risque de transfert d'humidité, génération de pompes thermiques ensuite en usage. Voilà. Donc, souvent des problèmes de fixation également, de découpage de plaques et de calpinage. C'est assez classique, mais on l'a aussi dans les biosourcés. Développement de moisissures sur de la ouate de cellulose projetée. Alors on en revient à cette problématique de ventilation et puis aussi d'exposition. Là c'était un mur exposé nord. Donc voilà, des fois des questions à se poser sur le traitement de la surface extérieure, un enduit, un bardage, essayer de concevoir, penser à ces aspects-là. Un autre désordre, c'est le tassement de fibres de bois suite à une arrivée d'eau en toiture en cours de chantier. C'est pour illustrer que souvent, les problèmes sur les biosourcés qui ont été répertoriés sont souvent en phase chantier. Donc, il y a des solutions. On est encore en phase où on peut intervenir, on peut reprendre l'ouvrage, ce qui est tout à fait salutaire, parce que c'est plus compliqué après quand le bâtiment est en exploitation. Mais voilà, c'est ce genre de problématique qu'on va retrouver avec d'autres isolants aussi, mais dans les biosourcés, leur caractère hygroscopique est vraiment important à prendre en compte. Alors là, on est sur de la rénovation, on est sur apparition de moisissures suite à une isolation non adaptée sur un mur ancien. Donc, voilà, on a bloqué ça fait l'objet de remontées capillaires puisqu'on a bloqué l'eau à l'intérieur du mur. Hein. Donc là, on est plus sur la notion de diagnostic de l'existant, où on a mal évalué c'est un isolant traditionnel qui a été mis dessus. Voilà. Et on voit la même chose, alors là on va jusqu'à l'effondrement, hein, tant on avait des choses moins spectaculaires. Là on est sur un mur en pisé et qui n'a pas été pris en compte. Et, on a mis derrière une laine de verre derrière et ça l'a complètement... il s'est effondré, puisqu'il s'est chargé en humidité, il n'a pas pu se décharger. Et voilà, donc là on est mauvaise prise en compte de ce mur. Ça, c'était pour un petit exposé sur les sinistres rencontrés sur ce caractère hygroscopique des matériaux. Les textes de référence, parce que ce qui est important quand on va utiliser les biosourcés, c'est de savoir à quel texte se référer quand on va faire de la conception ou en tant que maître d'ouvrage. Hein, je veux construire en paille, quelles sont les règles? Donc il existe des règles professionnelles pour la construction en bottes de paille en tant qu'isolant. Hein, donc ça c'est considéré en technique courante par les assureurs, on n'est pas en technique porteuse. Je le précise bien, on est vraiment en technique isolation. Et si on veut faire du porteur, là, il faut se rapprocher de son assureur parce qu'on est hors cadre traditionnel. Et puis, les règles professionnelles, on les trouve, c'est le réseau français de la construction paille qui les diffuse, puisque ça a été fait par les filières. Sur le... voilà. Autre texte Alors, j'avais noté également la méconnaissance, hein, parce que c'était intéressant de savoir aussi, bon, je le retrouverai. Le chanvre, pareil, il y a des règles professionnelles chanvre qui concernent les bétons, qu'ils soient en béton de chanvre en sol, en mur, en toiture, et puis également les enduits en mortier de chanvre. Par contre, ça ne concerne pas, ces règles professionnelles ne concernent pas l'isolation en vrac ou en panneau. Là, il faut se référer aux avis techniques et le cahier des prescriptions techniques 3728. On trouve les règles professionnelles sur le site de Construire en chanvre, pour avoir tous les référentiels. Alors, dans le quiz, la photo portait à confusion parce que je n'avais pas mis une projection d'isolant, donc il y a eu beaucoup d'erreurs, mais bon, ça dénote aussi peut-être une méconnaissance de ces règles professionnelles, normal si on n'a jamais utilisé ces techniques. Sur les isolants en fibre de bois, dans le quiz on posait la question sur les acermis. Alors, ce qui est intéressant des acermis, c'est un certificat qui permet d'attester des performances thermiques, donc on peut l'utiliser dans le calcul thermique. Je pense que Julien, bureau d'études, le confirmera. Aujourd'hui, il existe 18 certificats en cours de validité, ce qui représente à peu près une trentaine de produits fibres de bois utilisables, enfin en tout cas qu'on peut intégrer dans ces calculs thermiques. C'est une démarche volontaire hein, des industriels et qui est quand même un gage de qualité sur les produits. Donc là aussi, si on veut prescrire des produits, on peut aller sur le acermi.com, sur les isolants certifiés, retrouver tous les certificats avec toutes les performances des produits.
Sur la ouate de cellulose, eh bien depuis tout récemment, il y a le DTU 4511 donc, qui couvre l'isolation par soufflage des produits isolants en vrac, en laine minérale et en ouate de cellulose dans les combles perdus. Mais pour toutes les autres applications de la ouate de cellulose, il faut se référer aux avis techniques ou au DTA et contacter son assureur selon les techniques et les produits qu'on souhaite utiliser. Et on peut retrouver tous les DTU sur le site Batipedia classique. Voilà pour la ouate de cellulose. Ah oui, une petite. J'avais posé la question aussi sur les FDES. C'était pour rejoindre ce qu'évoquait Julien tout à l'heure. C'est intéressant aussi d'aller sur le site INIES. Donc la FDES, c'est quoi? C'est un document normalisé qui présente les résultats de l'analyse de cycle de vie. Donc ça garantit des performances environnementales et sanitaires des produits. Intéressant pour faire dans le plus c'est moins, etc. On peut retrouver des éléments. Il y a 37 fiches sur les isolants thermiques acoustiques en vrac. Et on peut retrouver tout ça sur l'INIES. Dans ces 37 fiches, il n'y a pas que la ouate de cellulose, la question portée sur ce produit, mais il y a tout un ensemble d'isolants biosourcés référencés. Donc là, un gros effort de filière pour apporter ces éléments. Voilà, ça c'était rapidement les textes de référence. Je voudrais juste, ce qui est important quand on va vouloir utiliser un isolant biosourcé, c'est de se dire tout de suite, je suis dans quel contexte. Voilà, je vais prendre de la ouate, je vais prendre du chanvre, je vais prendre de la paille. Je suis dans quel contexte assurantiel et j'engage quelle technique de mise en œuvre. Donc voilà, c'est important. On va partir du texte de référence pour voir si on est en technique courante ou technique concurrente. Ça, c'est le langage des assureurs, de savoir si on est assuré de facto par son assureur ou si on a besoin de faire une démarche volontaire vers son assureur et s'entourer de toutes les compétences nécessaires. Donc si on suit des normes des DTU, des recommandations professionnelles, on est en technique courante. Sur les règles professionnelles, si elles sont validées par la C2P, comme on l'a vu, que ce soit pour la paille ou le chanvre, on est en technique courante. Sinon, on se rapproche de son assureur. Les ATEC, les DTA, on est en technique courante également. Tout ce qui est ATEX, on va être tout de suite... on va devoir impliquer rapidement son assureur. Dès le départ, on n'est pas en technique courante sur un ATEX. Voilà, ce qui est important, je pense, à retenir en tout cas, c'est de tout de suite se poser la question, quand on va vouloir aller sur le biosourcé, je suis dans quel contexte, hein? Et ce schéma, finalement, quand on l'a intégré, on trouve rapidement son environnement assurantiel. La liste verte des avis techniques, parce qu'aussi les avis techniques, eh bien, ils ont une durée de validité, ils ont un domaine d'emploi, et c'est pas parce qu'un industriel ou un fabricant va dire j'ai un avis technique, il est toujours prudent, plus que prudent, il est recommandé d'aller vérifier le domaine d'emploi et la validité, la durée de validité de l'avis technique de l'industriel. Et on peut aller sur donc ça s'appelle la liste verte des avis techniques, elle est sur le site vous retrouvez le lien sur le site de l'AQC, vous l'avez aussi sur le site du CSTB. Nous faisons, au sein de l'agence qualité construction, il y a la commission prévention produits, hein, qui est donc l'organe de discussion autour de la validation, le passage en liste verte des avis techniques et le suivi des règles professionnelles qui sont acceptées par la C2P, présentées par la filière. On a une publication semestrielle qui est actualisée donc, tous les semestres. Voilà. Janvier et juillet sur téléchargeable sur le site de la qualité construction, où vous retrouverez les communiqués de mise en observation sur les avis techniques, les règles professionnelles et les recommandations professionnelles RAGE. Là aussi, c'est un document de référence auquel vous pouvez aller vous référer. Et puis, je l'ai évoqué, cette fameuse étude isolant biosourcé que nous avons publiée et qui est aussi téléchargeable. On va parler des géosourcés, parce qu'on a aussi une étude sur la terre crue. Ça sera l'objet d'une autre conférence. Et puis, on a tout un ensemble de livrables qu'on a pu faire dans notre retour d'expérience sur les bâtiments performants. On est allé visiter des bâtiments, que ce soit sur rénover les bâtiments anciens, les combles soufflés, la construction biosourcée, bâtiment construction bois, voilà, tout un ensemble de publications. Je vous invite d'aller les chercher, c'est téléchargeable, c'est consultable sur notre site. Julien, je crois que... Voilà, on va reprendre la suite. Merci Catherine. Je voulais un petit peu vous évoquer pour nous, dans une approche globale, systémique des projets, un peu
la pertinence qui nous semble réelle sur l'exploitation des caractéristiques de matériaux biosourcés. Alors, on a peu de temps, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup dans les détails, mais je voulais évoquer qu'on a trouvé assez logique l'incorporation de la prise en compte de leur qualité dans les projets à réaliser, la pertinence du recours à ces éléments-là. Là, c'est un petit schéma didactique sur différents axes liés un peu au bioclimatisme. Pour nous, c'est intéressant d'exploiter au maximum les qualités naturelles, les potentiels sur un site au niveau énergie, solaire, vent, etc. Mais également, on va le voir, les forces de certains matériaux. On évoque aussi évidemment la voûte céleste pour des questions de lumière naturelle, on évoque le cycle de l'eau, le cycle des déchets, les opportunités de compostage, etc. Mais la matière minérale et végétale, on est intéressé d'y avoir recours pour des questions à la fois d'impact environnemental, mais également d'impact sur la santé et de pertinence au niveau physique du bâtiment et sciences des matériaux. Alors, un premier point lié à la matière elle-même qui nous semble intéressant, qui est tout à fait lié à la nature des fibres dont on parle, c'est leur structure nous permet souvent d'aller chercher des performances en termes de ce qu'on appelle les déphasages et les amortissements qui sont importantes à rassembler dans les parois, surtout les parois légères. On pourrait imaginer d'avoir des compléments sur ces axes-là par des matériaux minéraux lourds, même un peu conventionnellement utilisés, du béton de ciment, etc. Mais en tout cas, on va chercher à s'assurer que dans l'ensemble des composants d'une paroi en échange avec l'extérieur, on est protégé des sollicitations, par exemple, du rayonnement solaire. Le déphasage est une notion dont on parle en heures, c'est un déphasage thermique. En heures, on va chercher à faire en sorte, comme on voit sur la petite courbe de gauche, qui est sur 24 heures, un cycle de 24 heures dans une journée chaude, assez générique et représentative, on va voir qu'à l'extérieur, on a probablement un pic de température qui est très couramment entre 13 et 14 heures dans la journée et qu'on va ensuite trouver un point bas de la température atmosphérique qui va se trouver généralement dans la nuit, quelques heures avant le nouveau lever de soleil. Et on va faire en sorte de transférer cette évolution avec un déphasage à l'intérieur du bâtiment. En fait, on va essayer de faire en sorte que l'enveloppe qui nous sépare des conditions extérieures génère le plus possible intrinsèquement par ses qualités la stabilité hygrothermique dont on a besoin pour créer les conditions de confort de l'occupant le plus possible par voie passive sans recours à des systèmes. Et on va voir que les qualités des parois opaques ont un rôle très important, ne serait-ce que par leur prépondérance dans l'enveloppe des projets. On a généralement quand même en ratio des ratios de répartition vitrage opaque qui sont plus importants sur en toiture et façade. On a beaucoup d'échanges sur les ratios de vitrage avec les architectes. Effectivement, on a parfois du mal à gérer le rayonnement solaire lorsqu'on a des ratios de vitrage très élevés. Bon, évidemment, c'est du cas par cas, ça dépend de beaucoup de paramètres liés à la destination des locaux. Mais conférer des qualités de cet ordre-là aux parois nous paraît essentiel. La deuxième caractéristique qui est liée à la nature des fibres, c'est l'amortissement. Donc une fois qu'on a cherché à déphaser, c'est-à-dire connaître les pics avec un décalage de 8, 10, 12 heures selon les cas, on va chercher à faire en sorte que les amplitudes soient atténuées. C'est ce qu'on voit sur la courbe verte, un peu kaki, température intérieure. C'est ce qu'on va chercher à faire à l'intérieur des locaux. Donc c'est parfois en ayant recours aux matériaux biosourcés dans les complexes constituant les parois qu'on arrive à faire cette prouesse qui a, quand on commence à étudier leur effet sur le comportement du bâtiment, un impact prépondérant qui va permettre de retarder le recours aux besoins de chauffage, de retarder, voire annuler le recours aux besoins de climatiser les locaux. Et
sachant que ces calculs sont basés sur une norme européenne tout à fait formalisée. Un autre point que Catherine a évoqué massivement, qui là est un peu évoqué sous forme du géosourcé, mais finalement on parle du même sujet, le volant hygroscopique de ces matériaux. Cette notion est insuffisamment prise en compte, on pense, dans les dernières décennies. Elle s'applique également à l'ensemble des processus conventionnels qui sont utilisés. L'existence de flux de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur des locaux, comme dans l'autre sens, est inhérente à l'usage des locaux et le maintien des conditions de température été-hiver et des sollicitations extérieures. Elle n'est donc pas générée lorsqu'on commence à utiliser du matériau biosourcé dans les parois. Il serait donc intéressant de revenir à leur compréhension dans tous les cas, même qu'on a recours à des matériaux plus conventionnels. Les flux de vapeur sont quelque chose de normal. Les DTU sont en train de... les lignes sont en train de bouger un peu. Et par exemple, les DTU d'incorporer la notion de frein vapeur plutôt que juste de pare vapeur. On rentre un peu plus dans la finesse dans les dernières années sur ces notions-là. Et les matériaux géosourcés, comme les biosourcés, avec la caractéristique de leurs fibres, sont en capacité à gérer une partie emmagasinée, stockée temporairement et relarguée avec déphasage aussi de la vapeur d'eau. Ensuite, d'une manière générale, en prenant un peu de hauteur, on pourrait se dire aussi que cette réflexion est une opportunité de recentrer un petit peu vers des techniques de construction locale, de se recentrer vers les notions de matière locale. Donc, on touche aux filières, on touche aux savoir-faire locaux. Beaucoup de ces matériaux ont été utilisés dans le temps. Hein. On a travaillé dans des chais qui étaient isolés en fagots de blé depuis 160 ans, qui sont encore tout à fait là et qui ont fait leur travail d'amortissement thermique depuis très très longtemps. On a, vous savez tous, réalisé des pisés, des mélanges dans les colombages, dans les Landes, en Alsace et dans beaucoup d'endroits de France. On a travaillé des remplissages en colombage dans lesquels il y avait des fibres végétales depuis très longtemps. Donc il y a cette notion un peu de transmission de proximité et d'implication de l'habitant et de l'usager. On va en parler à l'instant avec Mathieu et Audrey. Et on trouve aussi qu'il y a peut-être une opportunité là de faire en sorte de retrouver la connaissance des matériaux et de leur mise en œuvre pour être un peu plus garante de qualité dans les projets. Un petit point d'évocation dans un projet qui a réuni des réflexions autour de ces sujets-là, qui a été livré, je crois, en 2016 à Bègle, un projet d'habitat participatif qui réunit aussi quelques acteurs qui sont autour de la table, qui a été majoritairement réalisé en ossature bois avec un remplissage paille et des enduits de terre crue, et également des cloisons intérieures en terre. Il y a eu une opportunité intéressante aussi de faire intervenir les futurs utilisateurs et certains futurs professionnels qui ont eu des formations sur la mise en œuvre d'enduits sur paille, des formations officielles aussi, voilà, on voit plusieurs étapes du chantier qui sont parfois un peu surprenantes, mais qui ont permis de réaliser ce qu'on connaît aujourd'hui dans ce bâtiment, dans lesquels, par exemple, là j'évoque quatre piliers de ce qu'est à notre sens, traiter de manière très satisfaisante les questions de confort d'été, de manière passive. Et le pilier numéro 2, celui qui traite au déphasage, donc à conférer des qualités de capacité à gérer la transfert d'ondes de chaleur solaire à travers les parois, a été tout à fait essentiel. Nous n'aurions pas su réaliser ce projet à équivalent avec d'autres matériaux. C'est un projet qui est livré depuis quelques années et les habitants nous ont fait des retours très favorables, par exemple sur les notions de confort d'été. Ils évoquent des températures maximales de 26-27 degrés, même dans les périodes caniculaires. Ils évoquent aussi des recours aux besoins de chauffage qui sont très, très faibles, des besoins en granulés par exemple qui sont très très faibles, inférieurs à 120 € par an par logement de besoins donc il y a une diapo qui est tournée malheureusement, ça c'est étonnant, j'y reviens. Bon, c'est la seule à avoir tourné dans notre diapo. Dommage, c'était quelques opérations, donc pour réévoquer l'emploi le recours aux matériaux biosourcés dans des opérations d'ERP
comme de logements neufs et en rénovation, des opérations récentes, beaucoup qui ont été réalisées avec Dauphin Architecture, dont Étienne est un fier représentant ici présent. Voilà, donc on a pu rassembler ces éléments-là en rénovation, en neuf, logement, des écoles, des internats, et on continue notre exploration et beaucoup d'échanges avec les contrôleurs techniques et les... Pardon, ouais. Et je vais passer après peut-être la parole à Mathieu Bergeret de PMA et Audrey Canuc d'Axanis qui vont témoigner sur une opération commune. Voilà, je passe peut-être un petit mot. Petit aparté sur ce que j'ai oublié de préciser, mais vous pouvez poser des questions et on va y répondre après. Et je pense que c'est intéressant sur tous les sujets. Après, on refera un petit tour. Évidemment, on est là aussi pour faire de l'échange, même dans ces conditions un peu particulières. Je vois qu'il y a déjà 3 questions, donc on y répondra en suivant. Voilà, donc je vais passer la parole à Audrey. Merci Julien, merci Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette conférence. Alors avec Mathieu, on va essayer de vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis maintenant quelques années, pour ma part depuis 2017, pour Mathieu un peu plus récemment. Moi, je suis arrivé plus récemment. Alors cette opération, donc tout d'abord Axanis est une coopérative dédiée à l'accession sociale à la propriété. Donc nos accédants sont des occupants, ce ne sont pas des investisseurs et ils répondent à des critères, des plafonds de ressources notamment. Notre coopérative s'est lancée sur cette opération Le Nid après une première expérience qui était celle de la ruche, dont Julien vient de vous dresser un petit profil accéléré. On a voulu donc renouveler cette expérience sur l'intégration de matériaux biosourcés dans nos opérations en accession sociale à la propriété, ce qui est un sacré challenge, je dirais, parce que à l'issue de cette première expérience de la ruche, on s'est rendu compte que la demande était totalement présente, et puis notre coopérative finalement s'est sentie un peu investie d'une mission. C'est un peu militant, mais on s'est un peu laissé bercer par la première expérience avec Dauphin et les habitants. Et nous avons surtout été aussi sollicités par les collectivités, et notamment la commune de Mérignac. La commune de Mérignac souhaitait sur son territoire voir apparaître de nouvelles façons de concevoir les logements, et notamment l'habitat participatif, mais je ne vais pas me concentrer là-dessus, même si j'ai un peu de mal en général. Et surtout, donc l'élu qui représentait la ville de Mérignac, Madame Girard, voulait voir apparaître donc un projet d'accession en habitat participatif, mais surtout un projet qui pouvait être très respectueux de l'environnement, sain et qui réponde du coup aux besoins des usagers. Donc en 2017, on s'est dit avec la collectivité qu'on allait offrir ce cadre-là, et nous sommes lancés dans l'expérience. Donc cette opération, Le Nid, c'est une opération donc qui doit répondre à la demande et leurs préoccupations de nos habitants. C'est un des objectifs qu'on se fixe en tant que maître d'ouvrage. Il doit bien sûr être compatible avec l'accession sociale à la propriété. Donc je vous disais que c'était un enjeu important pour nous, parce qu'il faut maintenir les coûts de sortie de ces opérations pour qu'ils soient compatibles avec nos prix de vente en accession sociale à la propriété. C'est un challenge constant. Donc pour ça, on a fait appel à une équipe de maîtrise d'œuvre qui a pu faire des propositions adaptées à cet objectif pour respecter les coûts. Voilà en quelques mots quels étaient nos objectifs, mais soutenus également par la collectivité qui nous accompagne encore dans cette expérience. Donc l'opération Le Nid est une opération, je vais vous montrer quelques images. Voilà une perspective qui a été réalisée donc, par l'agence de PMA dont Mathieu fait partie. Donc cette opération est une opération donc, de 15 logements collectifs répartis sur 2 bâtiments. Et cette opération a la particularité aussi d'inclure des espaces mutualisés. Donc ça, c'est inhérent au projet d'habitat participatif, c'est une des particularités.
que puis-je vous dire de plus sur cette opération? Plein de choses. Plein de choses. Et Mathieu, techniquement, va savoir bien mieux que moi vous décrire ces éléments. Je vais te passer la télécommande. On peut peut-être faire un jeu d'aller-retour sur les informations apportées sur cette opération. Ce qui est intéressant, enfin important de dire, c'est qu'on en est à un stade de négociation avec les entreprises, donc le chantier n'a pas démarré. Donc c'est un projet qui est pour l'instant exempt de photos de chantier. On en a vu peut-être quelques-unes dans le diaporama juste avant, on montrera d'autres exemples, donc on va peut-être démarrer par le nid et puis je parlerai très rapidement, parce qu'on a un peu de retard, de quelques cas pratiques sur la question des biosourcés à l'agence. Donc le projet du nid, il est avant tout, nous on arrive en tant qu'architecte assez tard dans le processus, puisqu'il y a déjà une équipe de maîtres d'ouvrage très volontaires qui ont l'expérience via la ruche aussi du coût de la construction biosourcée, puisque c'est effectivement pas les mêmes prix que la construction traditionnelle. C'est pas non plus avec des écarts délirants, mais effectivement c'est quelque chose qu'il faut savoir chiffrer en amont. Il y avait aussi une équipe d'AMU qui a travaillé avec le groupe des habitants à définir le besoin. Et ce qu'on voit souvent dans ce que porte Axanis, c'est-à-dire la question du biosourcé dans le participatif, c'est qu'il y a une forte volonté des habitants à vivre dans des logements vertueux, pensés avec cette facette-là. Et donc, quelque part, le fait que ce projet-là soit principalement en ossature bois, y compris les planchers intermédiaires, et fasse beaucoup recours aux isolants biosourcés, la paille pour les parois verticales et la laine de bois pour tout ce qui est rampant, la ouate de cellulose pour toute la partie isolation sous comble ventilé. C'est aussi des choses qui étaient déjà présentes dans le cahier directeur en fait, des habitants. Donc nous on est arrivé en fait dans le projet, tout ça était presque déjà là, il a fallu simplement, on a beaucoup travaillé avec Julien sur ce projet-là, il a fallu en fait le mettre en phase. Et on peut peut-être glisser qu'il y avait, avec le programme, Axanis avait joint la charte de vie commune, je pense que le groupe l'avait appelé comme ça, qui est vraiment une pièce angulaire supplémentaire dont on se saisit pour établir le dialogue. Complètement. Et c'est ce qui faisait déjà beaucoup appel à ces questions en fait, très grossièrement, d'un bâtiment vertueux. On retrouve dans le participatif, en 2 mots, cette question d'une conscience collective. En réfléchissant à la conférence, je me demandais où est-ce qu'on avait pu travailler vraiment la question du biosourcé dans les projets d'architecture, c'est et dans le participatif ou dans l'individuel avec une forte volonté écologique. Et pour l'instant, c'est en train de se démocratiser, on en trouve maintenant dans le tertiaire, etc. Mais c'est dans ces 2 terreaux-là, pour l'instant, qu'on arrive vraiment à travailler le biosourcé, je pense. Et donc, il y a cette conscience collective d'un groupe d'habitants qui vont monter en compétence aussi et en connaissance de leur bâtiment jusqu'à le connaître parfaitement dans ses moindres parois à la livraison. Donc, c'est cette conscience de l'urgence climatique qui amène à travailler sur ces biosourcés. Donc, dans le cas du nid particulièrement, on a un projet qui est conforme aux règles de construction. On a un soubassement en béton. On voit qu'on doit quand même utiliser des matériaux qui ne sont pas biosourcés pour tout ce qui est isolation des soubassements encore. On a un sujet là-dessus qui fait que dans les règles de construction... On aura une conférence là-dessus, je pense. D'accord. sur la le question PSE. des fondations est une question. C'est vrai. Non, mais donc tout ça pour dire qu'on arrive à travailler les élévations au-delà de ce socle qui permet la mise hors d'eau en bois et en l'occurrence ici en paille. Le projet, lui, présente un principe de mur ossature bois tout à fait classique avec une paille qui est posée sur champ. On a des dimensions de bottes de paille qui sont très classiques, c'est 37 cm dans la profondeur en général, 47 cm quand on le pose en champ en hauteur, et jusqu'à 180 ou 120 je pense de longueur, ça dépend un peu des espacements de montant. Des intrax, ouais. Donc là on a une paroi où la paille fait 37 cm qui va être enduite à l'extérieur et parce qu'on a un budget aussi doublé à l'intérieur avec du placo-plâtre comme on le fait un peu classiquement. Donc il faut savoir que ça amène tout ça des techniques particulières. L'enduit sur botte de paille est pas la même chose qu'un enduit sur maçonnerie, donc il y a une technique et un coût aussi inhérent à cette manière de revêtir la paille. C'est des enduits évidemment perspirants, ouverts à la migration de la vapeur d'eau, qui sont majoritairement à base de chaux. C'est des enduits chaux-sable. C'est ça, effectivement, et qui nécessite 4 couches, donc c'est un vrai savoir-faire. Et en ça, je voulais le raccrocher sans trop
d'organisation, mais ce qui est intéressant dans l'utilisation des matériaux biosourcés, je trouve, c'est que ça ramène à ce que tu disais, Julien, à l'artisanat et au fait que, hormis la formation pro-paille qui est quand même nécessaire quand on veut faire du marché public, il y a quelque chose de très accessible en fait aux compagnons et une montée en compétences qui est de l'ordre, encore une fois, de la conscience collective ou de la mémoire collective. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de réinventer l'eau tiède, quoi. On remet au goût du jour des techniques anciennes. Et donc ce côté très accessible, assez simple à mettre en œuvre, qui est à l'heure actuelle assez décorrélé de l'aspect réglementaire. C'est-à-dire que pour le coup, mettre en œuvre du biosourcé ou du mur ossature bois, au-delà d'une certaine hauteur, etc., on se heurte, où on doit effectivement beaucoup dialoguer avec les bureaux de contrôle. On est souvent mis face à des demandes d'ATEX, alors que finalement, c'est effectivement des choses qui semblent des techniques de bon sens, quoi. Donc sur le nid, on a positionné effectivement la question des isolants biosourcés à cet endroit-là. Juste pour faire une petite digression, on a travaillé par le passé juste sur une rénovation thermique à Arsac, également avec Julien, où on a pu, mais là c'est vraiment un autre cas, c'est-à-dire que ce n'est pas la maîtrise d'ouvrage ou le groupe d'habitants qui demande à ce qu'on utilise ces matériaux-là. C'était vraiment plutôt une proposition de l'équipe de maîtrise d'œuvre à l'époque pour la rénovation d'une salle polyvalente avec une isolation par l'extérieur. On avait pu travailler avec de la laine de bois rigide enduite, mais on est dans un autre cadre, c'est ça, c'est l'attention ou l'écoute des élus ou la sensibilité des élus à ces questions-là sur proposition de l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est important qu'on soit toujours, je pense, dans cette... Et une proposition argumentée qui était motivée par, encore une fois, une qualité de comportement d'enveloppe qui était recherchée et qui nous y a amené suite à l'écoute des doléances de la maîtrise d'ouvrage qui faisait état de choses à améliorer lors de l'opération de rénovation au niveau, très souvent énergétique, on l'a quasiment toujours, mais voilà, comme on prend soin des doléances, soit acoustiques, soit de confort d'été, lumière, qui sont à régler à l'occasion du projet de rénovation. Donc effectivement, ce qu'on voit sur les visuels peut-être à l'écran, c'est le fait qu'on essaye de mettre le bon matériau au bon endroit, que ce soit dans les arguments de gain énergétique, effectivement, ou de coût carbone du bâtiment. On a, dans cette pratique de l'utilisation des isolants biosourcés, l'envie de réduire le coût carbone du monde de la construction. Et à ce titre-là, je pense qu'on partage tous cette volonté-là. Il faut regarder après dans le détail, effectivement, parler de coûts. On a plusieurs... pas non plus tant d'expérience, mais il y a cette question du projet de rénovation à Arsac. On a travaillé avec un ami qui lui fait de l'autoconstruction en paille, donc on a juste travaillé à la conception avec lui jusqu'au stade du permis et on est passé sur le chantier il n'y a pas très longtemps. Je voulais simplement montrer l'utilisation de la paille en mur intérieur. On parlait de cette question de l'hygrométrie, et Julien, tu le montrais tout à l'heure, très important parce qu'elle est souvent stockée, livrée en une fois, stockée à l'extérieur sous bâche. Et même après la pause, on le voit sur peut-être la petite image de droite, la paille continue à germer, donc on se retrouve potentiellement avec des murs verts, ou en tout cas en partie, et des champignons. Mais c'est d'où l'intérêt de faire ça à la bonne saison. Il y a quand même effectivement des choses qui sont très de bon sens, et très triviales peut-être, mais effectivement on est avec des matériaux vivants, on travaille avec le vivant, et à ce titre-là il faut faire attention. Sur ce projet-là, on a pas ce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on met en œuvre au nid, là c'est une double ossature, donc on a vraiment travaillé sur 2 montants bois qui viennent contenir la botte de paille dans la totalité de l'épaisseur. Et c'est difficile de décorréler ça effectivement aussi du géosourcé, puisque souvent on vient mettre de l'enduit terre en finition, comme c'est le cas ici sur cette maison, un argile qui est pris au pied de la maison. Il y a quand même cette volonté effectivement de la filière courte, du circuit court, etc. Et juste pour la petite anecdote, le premier projet où on a utilisé du biosourcé, c'est une maison qu'on avait travaillé à Pau en 2013-2014. Et ce qui m'intéresse, pour revenir sur la question de l'artisanat, ce qui nous intéresse, c'est comment on travaille ça aussi sur le chantier, parce qu'il y a la volonté de l'utiliser, mais il faut pouvoir le mettre en œuvre de manière aisée. Et je me rappelle d'une anecdote où on avait trouvé que la meilleure manière de découper la laine de bois à l'époque, c'était le couteau électrique de cuisine à rôti, pour faire les saignées dans les
lait ou dans les panneaux pour permettre de passer les réseaux. Voilà, ça se rapproche vraiment du travail à la main et c'est en ça que sur le nid aussi on a ce dosage. Peut-être moins d'implication que sur la ruche des habitants, puisque pas d'enduit à l'intérieur, mais c'est dommage. Ok, très bien. Bon, je rappelle à tout le monde qu'on prendra les questions, qu'on va y répondre quand elles arrivent. Voilà, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut peut-être échanger un peu, parce qu'on a évoqué un peu transversalement la question des coûts, mais je voulais avoir votre sentiment peut-être sur l'opération, sur les opérations précédentes, qui ne sont pas forcément liées au biosourcé, mais plutôt à la mise en œuvre, peut-être d'autres corps de métier. Je pense à la question des enduits, par exemple, parce que c'est vrai que c'est pas la paille qui est chère, c'est pas l'ossature bois, c'est plutôt les interfaces avec les lots plus traditionnels, non? Non, bien sûr, non, mais on peut en parler. Oui, l'enduit, c'est aussi un choix d'expression du bâtiment et de pérennité du matériau. Il y a cette question de l'hygrométrie. On pourrait très bien la barder, la paille. Dans tous les cas, la paille, elle est rarement exprimée. Elle n'est pas exprimée en fait dans le bâtiment. Audrey montrait une image tout à l'heure avec un encart justement pour voir dans les enduits intérieurs. Ouais, peut-être le remettre. Mais en général, je pense que c'est dans la ruche. C'est dans la ruche, exactement. C'est celle-ci. Mais en général, c'est quelque chose qui est tout à fait caché, quoi. Ouais, sur les coûts, j'ajouterais une petite chose, c'est quand même la gestion des conditions qu'on cherche à créer avec les qualités de parois ont quand même vocation, et on commence à le voir heureusement se réaliser, de réduire l'installation de systèmes. Et donc, enfin, on essaie de travailler sur un transfert. C'est vrai qu'on arrive assez rarement à être totalement au niveau compétitif des plus basses réponses qui sont aujourd'hui assez répandues, coût de mètre carré courant, de logement type ou de bureau type. C'est arrivé à des niveaux quand même vraiment bas, mais on trouve parfois que les qualités sont pas là, réellement pas là. Et donc, on essaie de travailler sur plutôt des transferts, des vases communicants. Deuxième point, depuis 4-5 ans, on voit une vraie évolution des prix des produits, même un peu industrialisés. Certaines boîtes de cellulose en panneau, des fibres de bois, le coton recyclé, qui ont vraiment fait évoluer leurs principes, trouver leur marché, commencer à trouver leur marché. Et on a vraiment vu diminuer très fortement des choses qui étaient à l'origine des surcoûts par rapport à du plus conventionnel. Et donc, on peut vraiment comparer, parfois vraiment quasi à égalité avec d'autres sources. Donc, c'est un choix multicritère qui doit être fait, mais on demande vraiment d'arrêter d'oublier le confort d'été, d'arrêter de voir un isolant comme s'il avait qu'une fonction en hiver. Il faut vraiment régler nos objectifs sur 4 saisons. C'est fondamental. Et puis la question de la durée de vie du bâtiment, enfin du coût d'exploitation, pour être un peu grossier, mais c'est-à-dire que quand on regarde à un instant T le coût de la construction, le prix au mètre carré chable, il y a un delta, mais par contre quand on met en œuvre des logements avec des poêles à bois individuels où on dit qu'on va payer 120 € à l'année de pelé, si on met ça sur X années, en fait, le coût de revient est forcément positif à la fin. Oui, et puis les abonnements au réseau, gaz. Alors là, Mathieu, tu touches à un truc très intéressant qui est la manière dont certaines maîtrises d'ouvrage sont, à cause de leur nature, sont capables d'écouter des notions de coût global, ou bien celles qui sont, par leur nature, très à cheval sur juste une question uniquement d'investissement. Là, c'est certain que l'attention portée à ça est très différente dans les deux cas. On a une question des internautes sur comment on peut obtenir des données fiables sur la question des coûts. Et ça, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Parce qu'en effet, c'est très aléatoire. C'est lié à mon sens, c'est lié au fait que les filières ne sont pas toutes structurées et qu'on a parfois, sur certains biosourcés, pas beaucoup de concurrence. Mais c'est en train de changer quand même. Il y a peut-être aussi un effet, des fois, pour le moment, qu'il y a une petite...
des fois, les marchés, les appels d'offres, les pièces descriptives sont rédigées de sorte d'ouvrir la réponse à des candidats divers. On milite pas mal pour que ça soit le cas, faire en sorte que des gens qui n'ont pas encore réalisé puissent y aller, sous réserve de pouvoir justifier d'une maîtrise technique au moment où ils sont désignés adjudicataires. Et donc, peut-être certaines, par méconnaissance, ont une petite frilosité et incorporent dans leur prix une petite marge de manœuvre, le temps de faire leur propre expérience. Bon, je pense qu'on subit un petit peu ça en ce moment. Donc, sur la transparence, la diffusion de ces données-là, il n'y a pas trop de sources, mais nous on appelle souvent nos confrères économistes à faire un peu, il y a un peu d'exploration pour le moment, il faut passer des coups de fil, croiser des données. Quand on a déjà plusieurs opérations livrées, on peut tenter de collecter un peu les informations qu'on a obtenues à droite à gauche sur les marchés passés, les phases de négociation. Et les économistes peuvent collecter quand même des infos des industriels en direct ou des revendeurs et commencer à croiser tout ça, à stabiliser et voir dans quel cas ils ont une dérive forte, admissible ou non. C'est sûr, c'est pas encore tout à fait mâché, c'est certain. J'ai une autre question de Cédric Rousseauzer, c'est technique. Quel est l'impact des matériaux biosourcés sur l'étanchéité à l'air des bâtiments suite à la suppression des membranes traditionnelles? En gros, c'est la question de l'étanchéité à l'air qui était vraiment le leitmotiv de la RT 2012. Ouais, alors quelle membrane traditionnelle serait supprimée? On faisait des bâtiments tout à fait étanches. Qu'en est-il aujourd'hui? On cherche la migration maintenant, on essaye de beaucoup plus écouter la alors, les tests de perméa. Si je peux dire, alors de toute façon, depuis 2012, on exerce tous avec cette nouvelle demande très forte qui a eu un réel impact sur toute la France, de réduction des besoins de chauffage, l'augmentation des demandes d'étanchéité à l'air dans plusieurs typologies. Le tertiaire, ça dépend un peu de la destination, mais on a tous beaucoup plus travaillé ce sujet-là depuis 2012-2013. Je dois juste préciser qu'il est totalement inchangé par le matériau. C'est-à-dire que ce que j'ai juste dit tout à l'heure, c'est que parfois, si on en venait à installer une membrane d'étanchéité à l'air, on lui donnait souvent le rôle également de gérer la vapeur, donc membrane d'étanchéité à l'air qui fait, et c'est là où on tente d'avoir le regard plutôt frein-vapeur que par vapeur. Bon, c'est des notions à développer après, c'est des notions de plage d'ouverture à la vapeur d'eau qui sont à regarder au cas par cas. Il y a des calculs à faire, des justificatifs à faire auprès des contrôleurs, mais on peut de toute évidence faire du très poussé en étanchéité à l'air comme avant. C'est juste qu'on va moins souvent, par exemple, utiliser certaines réponses techniques qui me reviennent en tête, qui fermeraient la migration de vapeur. Voilà, je crois qu'on aura tous compris. D'une trop grande étanchéité à l'air un peu, disons, techno, c'est-à-dire qu'on avait un problème de migration de l'eau et donc de l'inconfort à l'intérieur lié à un air très sec. Et des sinistres potentiels. Alors que là, on était étanche avec les biosourcés, mais on a quand même une migration la qualité de l'air est assez agréable. Et on sait tout à fait créer une enveloppe vraiment très performante sur les notions d'étanchéité à l'air, simplement qui peut avoir en mi-saison et l'été un caractère d'échange avec l'extérieur, de porosité par des ouvrants, des registres, des fenêtres, ou quoi que ce soit. En tout cas, on fait très attention au régime de renouvellement de l'air intérieur. C'est ça qui était souvent ignoré, des fois dans des opérations de rénovation, par exemple. Donc je pense qu'on aura compris que la notion d'équilibre migration de vapeur est tout à fait importante, mériterait d'être comprise à nouveau même dans les filières conventionnelles, j'insiste un peu, mais en tout cas là c'est vraiment l'occasion de comprendre à nouveau comment tout ça se passe et de le respecter. Voilà. Et puis ça permet d'être beaucoup plus low-tech, effectivement, tu le rappelais, dans les questions de ventilation. Il y a des économies derrière tout ça, effectivement. Une autre question, Monique Robinet, la filière du biosourcé est-elle soutenue par un dispositif fiscal et ou environnemental? Alors c'est vrai qu'on aurait pu inviter la région notamment, qui a fait beaucoup ces dernières années.
Alors, un petit mot sur un des appels à projets qu'on a en tête et qu'on a sollicité quelques fois, qui est régional, qui vient de versions successives. Hein. Il y a eu les prêts Batalier Nord, il y a eu le bâtiment Aquitain Basse Énergie, dans lesquels l'ADEME était à 50%, etc. Depuis, je crois, 2016, la région le propose pleinement elle-même à 100%. Ça s'appelle Bâtiment du futur. Vous pouvez très facilement trouver les données sur cet appel à projet sur le site internet de la région Nouvelle-Aquitaine. En 2 mots, il exige un certain nombre de qualités qui sont à la fois sur les questions énergétiques, mais également sur les questions de réduction carbone, sur les questions d'innovation qui peuvent être techniques ou sociétales. En gros, une approche plutôt systémique. Et cet appel à projet demandait jusqu'à maintenant, en tout cas, en base d'avoir un niveau carbone assez performant, qui est équivalent, si vous êtes familier avec le niveau C2 de l'expérimentation E+C-, c'est-à-dire d'être quand même très, très massivement sobre en impact carbone. Et donc, le recours aux matériaux biosourcés était très souvent tout à fait nécessaire, parmi d'autres mesures. Et on est en train de le mener, effectivement, sur le nid, le projet qu'a présenté tout à l'heure. Alors, autre question, pour construire en paille, les architectes et autres professionnels doivent suivre une formation. Qu'en est-il des autres matériaux bio et géosourcés? Je ne devrais pas dire géosourcés, parce que ce n'est pas le thème. Alors en tout cas, on connaît, Catherine a évoqué, par exemple, pour la construction qui aurait recours à la paille en remplissage isolant, les règles pro et la formation pro paille qui est à destination à la fois c'est très intéressant justement quand vous la faites, vous êtes en friction concepteur et concepteur artisan, concepteur entreprise, tout est mélangé. Et l'ensemble des gens doivent se comprendre les enjeux, monter leurs connaissances techniques sur les fondamentaux comme sur les suggestions de mise en œuvre. C'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas sûr de connaître l'équivalent. Catherine, tu connaîtrais dans d'autres... Dans les règles pro chanvre, on a aussi des dispositifs de formation. Dans sur la terre. Et sur la terre crue. Terre crue. Mais pas formulé sous la même... Non, mais on cherche un équivalent. On n'a pas le droit d'en parler. Oui, mais qui concerne également... En tout cas, c'est certain, on l'a même vu là pendant le Covid, il y a beaucoup d'organismes qui ont eu la bienveillance de diffuser beaucoup plus massivement leur MOOC, l'accès sur Internet à des formations. Et effectivement, l'ensemble des acteurs étaient amenés, et ça reste disponible, à s'acculturer sur la construction contemporaine en terre crue, à s'acculturer sur la construction chanvre, et puis d'autres sujets collatéraux comme le réemploi, le renouvellement d'air et beaucoup d'autres choses pertinentes. Voilà. Mais là, je trouve que la filière paille s'était organisée de manière un peu spécifique avec cette formation. On a d'autres questions sur la paille. Pouvez-vous préciser la mise en œuvre de la paille? Caisson en bois, etc. Question de mise en œuvre. Tout est possible. Et oui, voilà. C'est aussi question de préfabrication et donc aussi de type d'artisan qu'on va chercher potentiellement derrière. C'est-à-dire que oui, il est possible de positionner la paille en caisson dans les murs, en caisson en toiture. On peut aussi faire tout ça sur chantier avec uniquement des murs ossature bois, une préfabrication bois et la paille arrive ensuite sur chantier. C'est des questions de méthodologie d'entreprise, c'est des questions de temps de chantier et derrière de coûts aussi. Donc c'est vraiment une méthodologie à réfléchir au cas par cas, je pense, mais tout est possible. Ouais. Oui, j'ai l'impression qu'on a eu, pour avoir fait quand même une dizaine de bâtiments en paille, à chaque fois une technique un peu différente, et on a tendance à voir apparaître un peu plus de préfabrication. J'ai l'impression, sur la question de la filière paille en tout cas. Donc du caisson avec la paille posée en voilà, atelier. Oui, c'est le cas, mais évidemment ça se prête beaucoup plus à ça sur des chantiers de grands ERP, là, où on a 2500 m² de façade, donc on préfabrique en usine. Ouais. On maîtrise complètement l'hygrométrie. On maîtrise complètement surtout la qualité de la mise en œuvre. Ouais. Et ça change beaucoup de choses. Hein, parce qu'en effet, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur l'échelle d'une maison individuelle, où les gens font les choses pour eux-mêmes, on a souvent une très belle mise en œuvre, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'intérêt. Et sur des échelles un peu intermédiaires, c'est plus difficile à bien contrôler. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une montée en compétences de grandes entreprises qui font qu'on arrive sur des très gros projets, même publics, à avoir une qualité de mise en œuvre vraiment excellente.
Donc on voit quand même massivement monter en compétence toutes les entreprises, j'ai l'impression. Et puis des précautions à la mise en œuvre, c'est-à-dire que le panneau arrive préfabriqué avec un pare-pluie en fait, qui sera déposé en... Parfois les menuiseries également incorporées Parfois déjà. les menuiseries, mais il y a une protection qui est mise en place en attendant la vêture parfois, qui peut être déposée. Enfin, il y a quand même une attention forte qui est apportée. La paille est sondée aussi pour savoir si elle est dans les bonnes conditions de pose ensuite de sa vêture. De tenir en humidité. Cette tendance, elle va au-delà de l'isolation paille. Hein. C'est plutôt la construction bois qui préfabrique de plus en plus et ça s'applique aussi à l'isolation paille. Oui, bien sûr. Oui, ce qui est moteur, c'est quand même parce qu'il y a une question sur ça, sur les entreprises locales qui sont au rendez-vous du biosourcé, mais évidemment la préfabrication bois fait partie des matériaux biosourcés et c'est elle qui emmène tout le monde, hein. Notamment sur les questions de la préfabrication, parce qu'on a un réseau qui est très structuré et puis il y a une production qui est plus massive aujourd'hui et qui a vocation à encore grandir. Vous m'arrêtez. Non, bien sûr. Voilà. Géographiquement, quels sont les matériaux ou techniques les plus disponibles dans la région? Tu l'as montré sur ta carte, Ouais. un petit peu. Alors, Ça, Julien, c'est pour toi. non mais alors bon, si on doit parler de la région, bon la paille, on peut vraiment dire quand même c'est sur l'ensemble du territoire. C'est une des raisons qui fait que c'est intéressant. Ce qui avait intéressé aussi, c'était l'idée de proposer à des agriculteurs qui cultivent la paille pour des raisons assez souvent plutôt dans le monde de l'alimentaire, d'avoir une seconde source de revenus par la revente de la tige après récolte. Hein. La botte n'est pas censée avoir du tout de grains de céréales encore à l'intérieur, elle en est purgée. Et donc ce second, exactement. Donc l'association, je dirais la région Nouvelle-Aquitaine a vraiment soutenu la structuration de la filière dans les derniers mois et a fait un travail très intéressant de clarification de tous ces sujets. Donc c'est massivement présent et on peut quand même dire qu'on est entouré de zones à forte production agricole autour de la... par exemple, si on parle d'ici autour de la Gironde, on a parfois eu de la paille de Charente, on a eu de la paille du Gers, il y a de la paille en Dordogne évidemment et dans beaucoup d'autres endroits comme on peut le voir là effectivement. Il y a des industriels qui travaillent la ouate de cellulose dans le sud de l'Aquitaine. Je ne sais pas si je dois citer des noms, mais bon, bref. C'est pas interdit. Hein. Proche de la Nouvelle-Aquitaine, en Sud-Vendée aussi. D'ailleurs, ça se voit sur la carte et les noms aussi. En tout cas, voilà. Et je trouve intéressant de se poser... Catherine a évoqué tout à l'heure la paille de lavande. Moi, j'avais trouvé des références dans les Baléares en Posidonie. Qui a été fait très sérieusement avec l'institut, avec un institut sur donc cette algue qui est relarguée chaque année sur les plages en grande quantité, qui a été utilisée en isolant, en toiture, terrasse, en isolation de certains logements. Ça a été fait, ça a été le prix a reconnu, le projet a eu un prix dans le cadre de Construction 21.org. Là, il y a cette notion de se poser la question de l'opportunité, même de choses qu'on ne connaît pas encore bien. On n'a pas cité les isolants en herbe, mais les Suisses ont deux propositions là-dessus. C'est sans fin. Je pense qu'on va découvrir que la chose est sans fin, sous réserve évidemment de calibrage, de conditions, de tests à chaque fois. Mais c'est intéressant de parler de paille de lavande et de balles de riz. On a dans les cartons une réflexion avec l'équipe d'Étienne qui est plutôt dans région PACA sur la balle de riz qui est déjà réalisée proche de la Camargue. Donc je pense qu'il faut avoir en tête quand on sort de la stricte industrialisation classique, il y a cette notion de la force du local, de l'opportunité de la fibre. Mais dans un rayon de, 50-100 km, on trouve absolument tout ce qu'on a cité, quoi. Je pense qu'il y a de la paille à profusion, de la cellulose, de la laine de bois. Dans les matériaux plus minéraux, on a de la terre crue de très bonne composition. Il y a de la recherche sur les épines de pin et leur possibilité d'être exploitées en composite comme dans des mélanges de biosourcés divers. Après, les usages sont quand même à chaque fois très dépendants de l'échelle du projet, de la situation, etc. Je pense que, par exemple, la paille, le grand défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est l'épaisseur des parois, qui ne la rend pas forcément très adaptée dans des secteurs où, au centre-ville de Bordeaux, où on paye le mètre carré très très cher.
Donc vraiment à chaque fois, sur chaque projet, on est très adapté Évidemment, quand on travaille avec le biosourcé, on a des contraintes qui font qu'on a besoin de beaucoup s'adapter. Ce qui est bien pour toi, parce que du coup, vous avez de raisons de travailler, de fournir votre expertise. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gimmick en fait. Il y a un vrai travail, à mon avis, qui me semble, en tout cas à mon sens, pertinent de faire à chaque fois pour se réinterroger sur l'usage de quel biosourcé, pourquoi, comment. Et tu parlais de rénovation au centre-ville, la notion encore une fois de vapeur et du volant hygroscopique est très pertinente en liaison avec la nature de certaines parois qu'on trouve en arrivant dans un projet, des fois de la terre crue, des fois de la terre cuite, des fois de la pierre, et des pierres qu'on a dans la région qui sont assez calcaires et assez poreuses, et qui ont alors une migration d'une autre nature, qui est celle par capillarité, qui remonte souvent par les fondations, et à laquelle il peut être vraiment il est fondamental d'associer des produits en capacité à respecter ces migrations-là, sous certaines réserves, mais en tout cas toujours en respectant. Avec les qui sont un peu semblables avec les questions du bâtiment en pierre. Oui, si tu évoques une diapo qu'a présentée Catherine tout à l'heure, il n'aurait pas fallu marier un pisé, en plus très exposé, si j'ai bien vu la photo, à des intempéries avec des laines de nature vraiment c'était pas réalisé dans les... J'ai une belle question, parce que je dirais que j'ai pas d'exemple, vous en avez peut-être. Le déphasage occasionné par les isolants biosourcés est-il bénéfique au confort d'été pour les usages de bureaux, de par le stockage des apports internes dans les parois la journée? C'est vrai qu'on parle peu de bâtiments de bureaux encore pour l'instant. C'est la question de l'inertie tout simplement. Enfin, c'est pas lié au biosourcé forcément, cette question. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que les bâtiments de bureaux ont pris une voie un peu plus, orientée sur des systèmes plus technologiques. C'est une industrie un peu spéciale. Des fois, une entreprise privée, si elle réagit à besoin de 1000, 10 000 mètres carrés de plus, elle doit réagir un peu vite. Son activité est favorable pour l'instant. Tout va un peu vite et tout va un peu vers des réponses très déjà existantes. Donc, je pense que c'est une activité qui n'a pas encore beaucoup recours à ça, mais on l'a fait quand même. Et on trouve la protection des conditions intérieures est exactement la même à assurer en tertiaire que dans les autres domaines. C'est absolument assuré. Le rôle donné à réaliser des parois déphasantes dans une toiture et des façades de bureaux est à sa pleine pertinence, exactement comme en logement. C'est hyper important. Et en se rappelant qu'en scolaire et en bureau, on gère des charges internes de la chaleur produite par l'occupation et sa densité redoutablement supérieure à celle de logement, et c'est donc d'autant plus important. Et c'est plus simple en logement peut-être de le mettre en œuvre, y compris dans la connaissance des habitants de ce qu'il faut faire pour ventiler son logement la nuit. Dans le tertiaire, on a cette question de trouver des systèmes qui permettent en tout cas de déphaser la nuit avec des principes de ventilation d'ouïe qu'on apporte au bâtiment qui soient simples à utiliser et qui engendrent pas de la technologie supplémentaire. Donc je sais qu'on utilise dans les équipements et moi j'ai l'impression que c'est beaucoup des NACO ou des principes de... Je pense que la question du faible usage des biosourcés dans les immeubles de bureaux est surtout liée aux maîtres d'ouvrage qui souhaitent plutôt s'orienter vers des solutions traditionnelles, parce que l'usage d'un immeuble de bureau est quand même assez proche de celui d'une école maternelle en temps d'usage, etc. Et c'est vrai que pour des questions d'éducation, de qualité de l'air intérieur, de matériaux sains, on va avec beaucoup de projets biosourcés dans du scolaire, et assez peu dans du bureau, alors que finalement les usages sont assez similaires en termes d'occupation. En fait, tout ça est aussi corrélé à ce que malheureusement l'effet collatéral négatif qu'a eu la RT 2012, maintenant je crois que tout le monde l'a bien compris, c'est au renforcement de l'étanchéité à l'air, à rajouter un effet un peu piège des calories intérieures, donc très bénéfique à l'abaissement des besoins de chauffage. Ça a réellement été constaté un peu partout en France. En revanche, pas du tout bénéfique au traitement des conforts le reste de l'année. Les charges internes étant fortes en bureau, on peut rencontrer des conditions de surchauffe. On en a connu dès fin février.
et c'est tout à fait anormal. Donc il faut rassembler toutes les qualités possibles pour réduire cette notion-là. Et ce que disait Mathieu, voilà, à partir d'un moment de l'année, lorsque en tout cas les conditions de qualité de l'air et d'acoustique le permettent, très tôt dans la mi-saison, il faut aller solliciter l'air extérieur avec ces conditions pour aider à faire cette décharge de ce qu'on a à l'intérieur. J'ai plein d'autres questions. Question de l'atelier Coquen, je ne sais pas comment on prononce. Peut-on parler des adjuvants qui sont souvent intégrés dans les panneaux en matériaux biosourcés et qui les transforment en déchets lors de la déconstruction? C'est une question... Pointu, mais alors il faudrait savoir précisément lesquels. Ouais, il faudrait savoir si là on évoque par exemple la notion du fil synthétique qui est nécessaire quand on veut avec du biosourcé agglomérer et créer un panneau. Si je crée un panneau semi-rigide ou rigide, forcément, j'ai un petit procédé thermique qui est pris en compte dans les FDES et il est un peu moins. C'est un peu moins. On s'éloigne du tout de l'ultra vertueux du produit qui n'aurait pas subi du tout de passage en industrie. C'est évident. J'ai un procédé thermique et un peu de fil synthétique qui vient tenir tout ça. Les pourcentages sont très clairement. Laine de bois ou c'est dans quelle partie? On en rencontre dans les panneaux en cellulose. On va en rencontrer, je pense, dans les panneaux en plumes de canard quand ils sont. Je suis bien obligé d'avoir quelque chose qui tient tout ça ensemble. Ça se délite pas tout seul. On peut poser ça, donc on va le rencontrer dans tout ce qu'on a cité tout à l'heure de panneaux semi-rigides, c'est évident. Et ça, donc on peut trouver l'information dans les fiches FDES. Très clair, et même les industriels indiquent le pourcentage. Il sera lors de. Je me souviens, j'ai en tête des 5%, j'ai en tête des trucs qui sont obligés d'agglomérer. On a aussi des isolants biosourcés qui ont une très très grande performance acoustique où 2 fibres, voire 3 fibres sont mélangées. Par exemple, fibre de bois, cellulose, puisque au niveau acoustique, les 2 fibres réagissent à un spectre acoustique différent et ont des propriétés du coup assez inédites, mais tout ça est bien tenu. Et il existe, pour le coup, pour répondre à la question, il existe des matériaux biosourcés sans adjuvant, je pense que la paille en fait partie, qui permettent de recomposter vraiment le matériau, c'est-à-dire qu'à la déconstruction du bâtiment, il revient à son essence même, c'est-à-dire un matériau qu'on peut remettre dans la nature. Oui, certains ont plus d'avantages que d'autres au niveau emballage. Je pense qu'il y a beaucoup de matériaux biosourcés qui arrivent emballés dans du plastique, d'autres qui finissent à la benne. C'est particulier, quoi. Il faut être un peu attentif si on veut bien faire les choses. C'est certain. Il y a une belle question là qui arrive, pardon Julien, sur la question de la position des bureaux de contrôle dont on a peu parlé, mais j'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux. Comment ça se passe avec les bureaux de contrôle? Alors on n'a pas eu la difficulté, franchement, sur les 2 opérations qu'on a menées ensemble avec vous ou alors avec le PMA. Les bureaux de contrôle différents n'ont posé aucun problème, en tout cas pour l'élaboration de ces 2 opérations, ni même nos assureurs, là encore différents. Et à quel stade vous les avez impliqués dans le projet? Parce que les bureaux de contrôle très tôt. Voilà. C'est un peu le message, très je pense. Tôt, mais ça, c'est une logique aussi, sur toute opération, à mon avis, biosourcée ou non, il faut les impliquer très très tôt de toute façon. Mais là, on l'avait, mais je crois que dès que vous êtes arrivés, on a commencé à parler en effet de... Dès l'esquisse. Dès l'esquisse, c'était dans la partie, quoi. Le message est surtout là, c'est le bureau de contrôle. Au plus tôt il est dans un projet, au plus tôt il est impliqué, et au plus les freins, comme tout acteur, les freins se lèveront et les incompréhensions sont... En tout cas, pour ma part. Oui, et pardon, un tout petit point, on a remarqué que c'était important au moment de les consulter que le maître d'ouvrage précise bien les intentions sur le projet. On va se retrouver avec un chargé d'opération qui ne va pas vouloir y aller ou quelqu'un qui a la curiosité de nous laisser argumenter. C'est donc très important qu'ils nous l'ont dit eux-mêmes parfois. Donc que ça soit clair dès le départ si l'intention va un peu vers des applications de trouver le bon intervenant. Ouais. Et je trouve qu'il monte en compétences aussi. On retrouve chez tous les bureaux de contrôle maintenant, effectivement, peut-être des interlocuteurs qui sont très sensibilisés à ces questions-là. Évidemment, toujours dans le cadre réglementaire et juridique classique. Mais moi, j'ai pas eu l'expérience de faire un ATEX sur un projet utilisant du biosourcé. On est toujours resté effectivement dans les règles professionnelles et dans le cadre donné. Mais ça viendra certainement. Une autre question. Les questions sont de plus en plus difficiles. Les industriels des bétons proposent-ils des matériaux intégrant du biosourcé? Et si oui, pour quels usages? La poussière de chanvre, t'as dit? Les industriels du béton. Ouais.
Propose-t-il des... D'intégrer les biosourcés dans la fabrication de leur béton. Les bétons de chanvre. Les alors, bétons pas de vraiment chanvre, du béton. oui, d'ailleurs, je crois que enfin, le CERIB a fait des études sur le béton de chanvre. Enfin voilà, c'est quand même aussi la filière béton. Après, ça Mais sera Après, géosourcé. c'est des géosourcés, enfin Étienne, ne sortons du Il y a de cadre. la terre coulée, il y a des choses qui se rapprochent très, très On peut franchement du répondre. béton, mais qui sont Béton exactement la même méthodologie. Mais... On pourrait faire une conférence entière aussi sur la question des bétons et de l'avenir du béton. Et des mariages Bien sûr, biosourcés, alors, c'est ce que géosourcés. j'allais dire aussi. Et puis, énormément. même dans les bétons, tout ce qui est béton allégé, il y a des recherches, voilà, il y a effectivement des Je pense choses que la qui- conférence sur le géosourcé sera suivie. Alors, on a On aura beaucoup teasé. d'invités. Et c'est vrai que ça nous ouvre aussi un peu un champ des possibles sur les questions des géosourcés qui seront à venir. Juste, je reviens sur la question par rapport au contrôleur technique. Oui. Il est sorti pendant le confinement, donc peut-être que c'est passé un petit peu inaperçu. En avril 2020, un fascicule, les matériaux de construction biosourcés dans la commande publique. Donc Oui. c'est un fascicule que vous trouverez sur Internet, je pourrais donner le lien d'ailleurs. Oui. Je l'ai imprimé juste avant de venir, je l'ai eu récemment, et qui évoque justement tout, qui lève un petit peu ces questions de comment faire du sourcing et comment voilà, se positionner et positionner tous les acteurs pour les acheteurs publics. Mais c'est important aussi pour vous, architectes, bureaux d'études et tous les maîtres d'ouvrage, bailleurs et autres, Merci. d'avoir ce genre de document. Je pense que c'est un guide intéressant qui est assez complet. Alors pas on ne va pas rentrer dans les règles professionnelles, etc., dans les aspects techniques, mais plus la technique administrative du montage de dossiers, et de comment s'entourer et à quel moment s'entourer des acteurs. C'est le nerf de la Voilà. guerre, Tout de à s'y fait. prendre tôt et de s'y prendre bien. Donc vous mettrez le lien sur le site d'AMO. Bien, ben, je vous remercie. Je vois qu'il est 12h30 et nous sommes parfaitement à l'heure. Je vous félicite. Je voulais vous remercier pour cet exposé Merci. très clair. Évidemment, on n'a pas tout dit parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre contact auprès des différents intervenants qui sont là. Si on a des questions en plus, cette conférence sera évidemment disponible en replay. Donc vous aurez la possibilité de vérifier que vous avez dit des choses parfaitement pertinentes ou pas. On est bien content de savoir qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a eu beaucoup de questions, donc je suis assez content de ce format qu'on inaugure aujourd'hui. On va essayer à l'automne de faire une belle conférence aussi sur la question de l'habitat participatif. J'ai l'impression que la question du géosourcé viendra en suivant, qu'il y aura du monde. Il y a en effet, on a évoqué aussi dans les prochaines conférences qu'on voulait faire avec AMO, la question du sol et des dalles basses et des isolants, de tout ce qui se passe sous terre, parce que le bâtiment, c'est pas que les superstructures. Et dessous, il se passe souvent de vilaines choses, donc on a envie de poser cette question pour une conférence. La place du vivant aussi dans le bâtiment qui commence à vraiment se développer. Une autre conférence peut-être sur le réemploi, qui est aussi un bon thème qui est en devenir en ce moment. Tout le monde se pose de belles questions, donc on aura sans doute l'occasion d'approfondir tous ces sujets tous ensemble. Voilà, mais je voulais vraiment sincèrement vous remercier d'être présents et d'avoir fait l'effort de ce format qui est un peu étrange, mais assez sympa. Et je vous souhaite tous une belle journée. Je remercie l'équipe technique, Benoît surtout, qui est là, qui me pose des questions, toute l'équipe qui a fait ce beau montage. Merci à vous. J'espère qu'on se verra bientôt. On va à Lure événement, je vois là-bas. Merci à vous, c'était impeccable. On va passer à la partie d'AMO qui est un peu notre fond de roulement aussi, qui est la partie cocktail, évidemment. Donc je vous souhaite à tous une belle après-midi, profitez bien. Je vois Vital qui est là-bas, vraiment je suis content vraiment qu'on arrive encore à faire ces événements dans cette période difficile. Voilà. Je vous félicite. Bravo. Merci. Merci. À bientôt. Bravo.